simplement vous souhaiter la bienvenue, puisque vous nous rejoignez pour un format que nous tenons pour la première fois, hein, et qui a été inspiré par un échange que j'ai eu avec le président de l'association des jeunes reporters. C'est ça, hein, c'était pas ça? En tout cas, on était parti de quelque chose comme ça, et on a considéré qu'il fallait créer un cadre d'échange avec des journalistes jeunes de préférence, et puis en ligne également, et avec une fréquence, disons, plus élevée que nos habitudes. Voilà, donc on commence, je suis à votre écoute, on passe directement dans le vif du sujet, on va directement dans le vif du sujet. Vous posez des questions et je réponds. Il n'y a aucun tabou, aucune limite. Je suis à votre écoute, je suis à vous. Alors, vous connaissez Yaï, qui est secrétaire national à la communication du parti. Moussa Bey également, je crois que vous le reconnaissez, il a eu à participer à... Vous le voulez. Donc, par rapport au contentieux qui vous a lié à Bocar Sambadji, c'est vrai que votre équipe de communication en a parlé il y a juste quelques semaines, mais vous, personnellement, on ne vous entend pas trop sur cette question-là. Des accusations portées sur votre personne de tout genre. Nous avons écouté, entendu des proches de Bocar Sambadji. On vous cite également sur l'affaire CNAP. Nous voudrions quand même que vous reveniez sur cette affaire-là, qu'on puisse entendre Abdoul Mbaye officiellement sur cette affaire, plus d'éléments de votre part. Bon, j'avais juré, hein, ou promis de ne plus jamais parler de l'affaire Bocar Sambadji. Bon, mais là, il m'a piégé. Tout à l'heure, j'ai commencé en disant qu'il n'y a pas de tabou. Je suis donc obligé de dire quelques mots. Et écoutez, je ne peux pas, à chaque fois qu'un énergumène ou une personne même sérieuse dit n'importe quoi sans aucun support de preuve, me mettre à réagir, et je n'ai pas ce temps à perdre. Par contre, vous, les journalistes, ce n'est pas du temps que vous perdez. Votre temps, c'est de l'investigation aussi. Donc, à vous d'aller à la recherche de l'information. Quand Bocar Sambadji dit on a débité mon compte et il n'y a pas de traite, il n'y a pas de support pour le débit de mon compte. Mais alors qu'il a été condamné par la justice, pas par Abdoul Mbaye, alors qu'il a attaqué la CBAO, pas Abdoul Mbaye, mais aller à la recherche des faits et de la vérité. Quelle traite? Mais à ce moment-là, vous pouvez, d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est donnez-nous le jugement. Il faut qu'on en sache un peu plus, mais ça, c'est un travail de journaliste. La traite existe, le riz a été importé par Bocar Sambadji, son compte a été débité parce que la traite était avalisée par la banque, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, de grâce, allez à la recherche de la vérité, mais un tel a dit ça, qu'est-ce que vous dites? Un tel a dit ça, qu'est-ce que vous dites? Mais moi, j'ai pas ce temps. Par rapport au riz, justement, il avait dit qu'il a importé 94 bateaux. Vous voyez? Par rapport aux traites également, il a exhibé des documents, Non. Demandez-lui le jugement, d'abord. Et demandez-lui pourquoi il a perdu. Bocar Sambadji a soutenu devant la justice que la traite n'existait pas. Effectivement, il fallait la rechercher, puisque ça faisait des années et des années que la traite avait été portée au débit de son compte. Mais la banque, c'est-à-dire la CBAO, qui était en contentieux avec Bocar Sambadji, a retrouvé la traite. Et Bocar Sambadji a perdu son procès contre la banque. C'est aussi simple que ça. Vous avez débité mon compte de 5 milliards et quelques, il n'y a pas de support, ce n'est pas justifié. La banque dit, mais si. Il dit, non, ce n'est pas justifié. La banque a fait ses recherches, a sorti la traite, l'a présentée devant le juge, Bocar Sambadji a été condamné. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à ajouter. Alors, l'affaire Hissène Habré, vous vous en parlez peut-être parce qu'il y a eu un appel là, de Madiambel Diagne. Ils ont raconté également n'importe quoi.
Hissène Habré fut un client de la CBAO. Il a déposé à l'époque, je peux le dire maintenant, parce que bon, au début j'avais quelques réticences parce que secret professionnel, etc., etc. Mais dès lors qu'il s'agit de défendre aussi cet ancien client, je peux donner l'information, il a déposé 250 millions dans la banque que je dirigeais. En toute légalité, aucun problème. Alors, ça devient 16 milliards parce que Madiambal Diagne ment, ça devient des bons au porteur anonymes au nom de Abdoul Mbaye. Il faut savoir, si un bon au porteur est anonyme, comment peut-il porter le nom de Abdoul Mbaye? Bon, il y a des bêtises de ce genre. Alors, le plus grave, c'est que ça a été repris par la présidente d'une institution. Bon, par respect pour l'institution, pas pour elle. Par respect pour l'institution, je n'ai pas porté plainte contre elle. Mais j'ai quand même porté plainte pour diffamation contre Madiambal Diagne, le journal Libération, qui ont publié ces fausses informations. Et ils ont publié à l'époque, c'est extrêmement grave, des bons de caisse anonymes. Ça veut dire, comment pouvez-vous dire ça appartient à Hissène Habré? Ça ne faisait pas 16 milliards d'ailleurs, mais c'est anonyme, donc il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro de compte de Hissène Habré, et on dit c'est Hissène Habré, et c'est au nom de Abdoul Mbaye. Mais non, mais c'est extraordinaire ce pays. Voilà. Mais de grâce, vous les journalistes, ne vous laissez pas faire, faites vos investigations, et puis trouvez vous-même la vérité. Autre question? C'est Ali Diop de la LNTJ. Monsieur Abdoul Mbaye, j'aimerais vous demander quelque chose. En tant qu'ancien Premier ministre du Sénégal, comment est-ce que vous trouvez la situation du pays actuellement avec tous ces scandales, c'est-à-dire le foncier et avec tous les problèmes d'Oryx comme ça? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation du pays actuellement? Écoutez, elle est le reflet de ce que sont ceux qui nous gouvernent. C'est aussi simple que ça. Et comme vous le soulignez, les scandales se succèdent les uns aux autres et je constate même qu'ils comptent sur le prochain scandale pour étouffer le scandale précédent. C'est quand même terrible. On est dans une course-poursuite de scandales et ça a commencé très vite. Il faut dire que les scandales existaient avant, hein. Mais avec le deuxième mandat, on a l'impression que ça se met tout d'un coup à bouillonner. Le plus important d'entre tous, évidemment, c'est le scandale Petro-Tim. Ça, c'est clair. Et le scandale Petro-Tim génère un autre scandale, puisqu'il semblerait que Aliou Sall soit blanchi. C'est quand même extraordinaire. Il était partie prenante à une affaire de faux. Il était partie prenante à l'attribution d'un permis qui a violé la loi sénégalaise. Violé la loi sénégalaise. Le code pétrolier du Sénégal a été violé et on n'a rien à lui reprocher. Alors que c'est la société qui dirigeait qui a bénéficié de ce recel. Au moins, on aurait pu le poursuivre pour ça. Et ça n'arrête pas. L'un des derniers en date, parce qu'il y en a plusieurs, c'est celui des oryx. C'est incroyable. On enlève des animaux d'une réserve protégée, on les met dans une ferme qui ne respecte privée, dans le cadre d'une convention passée entre un ministre et ses services, ses propres services. Mais où est l'éthique? Mais je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, j'ai été manager. Ce qu'on m'a appris, ce que mon père m'a appris, mais ce que j'ai appris à l'école également, c'est qu'il fallait donner l'exemple. Quand vous ne donnez pas l'exemple, les gens font n'importe quoi ou font ce que vous faites. C'est aussi simple que ça. Et les ministres font ce qui ne leur sera pas reproché parce que le président le fait ou ceux qui sont avant eux le font. Regardez la question de la déclaration du patrimoine. C'est quand même dramatique. Un président de la République, quand il prend fonction, la première chose qu'il dit, c'est un serment. Il jure devant Dieu et devant l'ensemble de la nation sénégalaise, donc aussi bien ceux qui ont voté pour lui que ceux qui n'ont pas voté pour lui, de respecter la loi et de la faire respecter. Respecter la loi, c'est donner l'exemple.
la faire respecter, c'est sévir. Mais la déclaration du patrimoine, le président Macky Sall, élu, est le premier à devoir la faire par la Constitution, par notre loi fondamentale. La première était fausse. Bon, mais elle avait le bénéfice d'exister. Alors pourquoi elle était fausse? Parce qu'on n'a jamais vu dans sa déclaration un compte bancaire. Ça semble étonnant quand même qu'un président de la République qui paye des impôts, qui doit payer des impôts, fasse une déclaration de patrimoine sans évoquer de compte bancaire. Bon, mais au moins elle avait le mérite d'exister. Il se fait réélire, pas de déclaration de patrimoine. À ce moment-là, ça devient difficile d'appeler les autres assujettis à respecter la loi. Alors, de temps en temps, il profite d'un conseil des ministres, il attend le rapport OFNAC, il faut respecter la loi, il faut faire les déclarations, etc. etc. Bon, mais on ne peut pas... Si on doit parler de tous les scandales, on va passer notre matinée. Et bon, mais malheureusement, c'est triste pour le Sénégal, parce que je crois très sincèrement qu'il y a beaucoup de compatriotes qui ne méritaient pas ça. Bon, il y a beaucoup de doigts qui se lèvent, on va faire comme ça. Voilà. Ibrahim Diallo, Dakar Today. J'ai 3 questions en fait. La première est, on aimerait savoir la position officielle d'Abdoul Mbaye sur la situation à Ndingler. Pas la proposition, mais la situation en tant que telle. Et la deuxième question, c'est qu'en tant qu'économiste et banquier de carrière, quelles sont les pistes selon vous pour une reprise de l'économie sénégalaise après la crise du coronavirus? La troisième question, d'abord un constat, juste après la présidentielle de 2019, on avait repoussé les élections municipales. Maintenant, on a coronavirus qui est passé par là. Pensez-vous pas, déjà, selon certaines sources, on va repousser encore les différentes échéances électorales. Donc, quelle est la position de votre parti par rapport à cette possibilité-là qu'on repousse les élections législatives et municipales? Donc, concernant Ndingler, vous vous souvenez, la question du foncier a commencé par le littoral de Dakar. Le parti Acte, par ma voix, a exprimé très tôt sa position. Il a dit, attention, ce n'est pas le problème du littoral de Dakar, c'est un problème du foncier au Sénégal. Que le littoral de Dakar soit pris en charge par les Dakarois, mais on a 700 km de littoral, n'oublions pas tout ce qui se passe sur tout le littoral sénégalais. On a également dit, même dans Dakar, ça n'est pas seulement une question du foncier, du littoral. Il y a un gros problème. Je dois donner par exemple le cas de la foire de Dakar, où on a exproprié pour utilité publique des particuliers. On a pris ces terrains, on les a donnés à la SICAP les a distribués essentiellement à des pontes du régime. Et ils se sont mis à les vendre, ce qui est absolument interdit par la loi. Il y a d'autres cas et d'autres cas. Et au-delà de Dakar, il y a un problème foncier sur tout le territoire national. Je pense, vous vous souvenez, en 2012, le président Macky Sall, c'est pourquoi on était avec lui, posait les bonnes questions et les bonnes problématiques. Et il y avait eu mise en place d'une commission en charge des questions foncières pour faire des propositions qui étaient présidées par Maître Doudou Ndoye. Ça a fini par gêner, on a liquidé tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir aux anciennes combines. Et parmi les combines, il y a ce type d'attitude que je trouve totalement anormal. Vous avez près de 300 hectares, parce que, attention, il faut être clair, le foncier, les terres doivent servir à l'économie, doivent servir à l'agriculture. Et moi, je suis pour le principe de on donne la terre à celui qui la cultive. On ne peut pas laisser en jachère des terres 2 ans, 3 ans, sans culture, alors qu'on peut créer de la richesse dessus.
Par contre, il faut réfléchir aux moyens de compenser ceux qui peuvent prétendre à un droit de propriété, fût-il ancestral. Mais ce qui est absolument anormal, c'est pourquoi transformer une mise à disposition de sol en titre foncier définitif? La vraie question est là. Si une société comme la CEDIMA, qui fait du très bon travail par ailleurs en termes de contribution à l'industrie nationale, qui veut aller au-delà, contribuer au développement de l'agriculture, donc on ne peut pas les gêner, on ne peut pas les embêter, et il faut mettre à leur disposition les moyens de production dont ils ont besoin. Mais pourquoi ne pas se contenter d'un bail amphithéotique sur 50 ans, renouvelable, à 99 ans? Ça suffit. Pourquoi passer en titre foncier, d'une part, et d'autre part, dans la mise à disposition des terres, en choisissant cette formule, il faut absolument associer les populations locales. Et quand je dis population locale, ça n'est pas seulement les conseils municipaux, ou les commissions chargées du foncier au sein des conseils municipaux, parce que tout se passe à ce niveau-là. Il faut à ce moment-là, dans les communes, qu'il y ait recours à de la démocratie directe. On appelle les jeunes, les femmes, et puis on pose le problème selon nos traditions de pench. Sous le baobab, tout le monde dit, voilà, nous on est d'accord, on n'est pas d'accord, voilà les conditions. Et à ce moment-là, on évite les conflits futurs, tout en sauvegardant la production possible ou la production qui existe déjà. Donc ça, c'est notre position sur Denver. Ça me permet d'ailleurs de faire le lien avec la reprise économique. Très sincèrement, je ne veux pas, évidemment, on va dire, bon, Abdoul Mbaye est un opposant, etc. Je crois qu'on est en train de rater le coche. Parce que cette reprise économique, elle aurait dû d'abord dépendre de la qualité, de la bonne qualité de notre campagne agricole. En partie, malheureusement, dépendant de la pluviométrie, mais on aurait dû se donner tous les atouts pour la réussir en cas de bonne pluviométrie. Et c'est l'objet du courrier, d'un des courriers que j'avais fait au président de la République pour lui demander de préparer une campagne agricole exceptionnelle avant de sortir du mois de février, d'avril, pardon. Parce que c'était possible, nous l'avons fait 2 fois. On a été 2 fois responsable d'une campagne agricole. À 2 reprises, on a pu tenir la campagne, le conseil interministériel portant sur la campagne agricole pendant le mois de février. Donc c'est possible. Il faut préparer à temps pour mettre en place tous les intrants. À la place de ça, on a entendu en Conseil des ministres, oui, il y a 60 milliards qui ont été décaissés ou donnés pour la campagne agricole. Le parti a répondu, mais à qui? Et puis qu'est-ce que c'est? Quels intrants? Les engrais, des semences certifiées, du matériel? À qui? Pour quelle culture? Parce qu'on avait dit, il faut privilégier les cultures vivrières, parce qu'on risque d'avoir des problèmes d'alimentation. Et je constate, je crois que c'était le Conseil des ministres dernier, qu'on commence à dire, oui, les 60 milliards, il faut qu'on donne les précisions sur qui doit les recevoir. Mais c'est extrêmement grave, ça veut dire que ou c'est pas décaissé, ou le Conseil des ministres ne sait pas à qui ça bénéficie. Donc il y a un sérieux problème. Évidemment, ça ne peut pas se limiter à l'agriculture. Il y a 2 leviers, en tout cas moi je les considère comme les leviers principaux de l'économie sénégalaise, l'agriculture et le tourisme. Le tourisme, on avait dit, il faut rapidement prendre toutes les mesures qu'il faut pour une promotion du tourisme local. Parce que personnellement, je pense que jusqu'en 2022-2023, le tourisme international aura de la peine à se redresser. Évidemment, le Sénégal va en souffrir. Donc, il faut mettre en place des mécanismes de promotion, de publicité pour développer le tourisme local, dès lors que tous ceux qui avaient l'habitude, parmi nos compatriotes, d'aller à l'étranger ne pourront plus le faire. Bon, là également, malheureusement, je ne vois pas d'action concrète forte allant dans ce sens, alors que nous écrivions cela avant que la France ne décide elle-même d'aller dans cette direction.
C'est-à-dire, c'était vraiment la bonne direction. Nous avons également conseillé de réunir très vite, au niveau de chaque secteur de notre économie, les principaux intervenants, et notamment l'artisanat d'ailleurs, qui reste le premier employeur du Sénégal, et on l'oublie souvent, d'obtenir d'eux une réflexion et des mesures concrètes à mettre en œuvre pour préserver leur activité et pour la développer autour d'une logique qui ferait davantage recours à nos productions internes. Mais là également, il n'y a pas eu de répondant et on a, dans nos dernières publications, demandé à l'Assemblée nationale de faire ce boulot, puisque l'exécutif ne le fait pas. L'exécutif ne le fait pas. Est-ce que vous avez entendu le Conseil économique et social et environnemental organiser quelque chose? Rien. Est-ce que vous avez entendu le HCCT organiser quelque chose? Rien. Tout le monde est silencieux, tout le monde est spectateur. Mais c'est extrêmement grave. Donc, très sincèrement, on avait prévu fin décembre de grosses difficultés économiques pour le Sénégal. Elles restent d'actualité. Elles vont malheureusement s'aggraver avec la Covid. Alors, concernant les locales, vous savez, on y a cru. Oui, elles vont se tenir. Mais au niveau du CRD, le Congrès de la Renaissance démocratique, certains d'entre nous ont toujours dit Macky Sall ne veut pas de local. Bon, mais il y a un calendrier républicain. Nous, on s'est mis dans une attitude visant à préparer les locales. Très sincèrement, pour répondre de manière très précise à votre question, je pense qu'ils vont profiter de la Covid-19 pour encore décaler, en attendant un autre scandale ou un autre événement pour encore décaler. Et puis peut-être qu'on arrivera à ce couplage dont on commence à parler entre législative et locale. Bon, on continue comme ça et on revient. Oui? Écoutez, il y a du suivi quand il s'agit de Khalifa Ababacar Sall. Ça veut dire, quand il y a une opportunité d'utiliser les rapports à des fins politiques, bon, on les utilise. Sinon, il arrive aussi qu'ils se perdent. Ça aussi, c'est utile. C'est celui qui concerne Petrotim. Non, c'est strictement dans la logique de la mauvaise gouvernance. Le corps de contrôle est gênant, son rapport est gênant, sauf quand on peut l'utiliser à des fins politiques, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on commence par le rendre obsolète. Ça veut dire on retarde. Et d'ailleurs, il faut dire qu'à notre avis, l'IGE n'a pas le droit de ne pas rendre public son rapport sous le prétexte qu'une cérémonie solennelle de remise du rapport au président de la République ne s'est pas tenue. Alors, si la loi n'est pas suffisamment claire, nous considérons qu'elle l'est, elle sera modifiée dans la prochaine alternance. En ce sens que les rapports des corps de contrôle devront être rendus obligatoirement publics avant la fin du premier semestre de l'année N+1. C'est ça, que nous proposerons. Que le président de la République reçoive ou pas. Alors, nous proposons autre chose, parce que vous abordez une question très importante, c'est moins le caractère inutile, parce qu'il y a toujours de l'utilité dans le contrôle, que le caractère indépendant du corps de contrôle. Nous considérons, à la lecture de ce que peut faire un président de la République, parce que vous avez quand même des présidents de la République qui sont dans des attitudes chevaleresques. Ça veut dire qu'on m'a confié l'État, je ne peux pas empêcher le contrôle ou le gêner. Je ne peux pas ne pas donner suite au rapport des corps de contrôle.
Mais comme on sait qu'il est possible de ne pas avoir cette attitude de preux chevalier, de noblesse et d'éthique au niveau d'un chef d'État, eh bien, par la loi, on va créer l'indépendance des corps de contrôle. Et la meilleure manière, là encore je fais référence à ma formation de manager, vous considérez que le peuple est lui souverain, et c'est à lui qu'il faut rendre compte du fonctionnement de l'État. Mais à partir de ce moment-là, le président de la République n'est qu'un intermédiaire. Et les représentants du peuple sont au niveau de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale doit avoir son mot à dire, et dans la définition des missions, et dans la réception des rapports, et dans les suites à donner aux rapports. Je trouve totalement anormal que tout puisse dépendre du président de la République et de lui seul. Donc nous allons engager une réforme globale, lorsque la prochaine alternance va arriver, concernant les corps de contrôle, allant dans le sens de leur plus grande indépendance vis-à-vis de l'exécutif, allant dans le sens de la nécessité pour ces corps de contrôle de rendre compte au peuple souverain. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas se leurrer, hein, quand on a bloqué les rapports, on les publie à un moment donné, sans doute sous des pressions venues, à mon avis, de l'extérieur, des bailleurs de fonds qui sont quand même assez attentifs à ce genre de questions. Et puis après, il y a une déclaration laconique en Conseil des ministres. On ne sait pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Oui, et puis on attend que le peuple oublie. C'est exactement ce qui risque de se passer. Il y a besoin d'une réforme en profondeur pour réviser les compétences des corps de contrôle, accroître leur indépendance et assurer la correcte information du peuple souverain. Alors, il y en a un qui a insisté tout à l'heure. Oui, on va, et puis on revient. Parlant de la situation actuelle, c'est une question mondiale avec la COVID-19. Économiquement, que peut faire le Sénégal pour faire face aux conséquences de la COVID-19? Écoutez, j'ai évoqué déjà quelques aspects en répondant à la première question. Mais puisque vous situez la problématique dans un niveau mondial, on va donner une autre dimension à la stratégie économique qui doit être la bonne réponse. Je pense que nous allons vers un bouleversement de l'organisation économique mondiale, et notamment de la mondialisation de l'économie. Il ne faut pas se tromper. C'est vrai, il y avait déjà le début d'un conflit économique entre les États-Unis et la Chine, mais vous avez dû remarquer que la Covid-19 transforme ce conflit économique en conflit entre l'Occident et la Chine. Vous avez une partie du monde qui va s'organiser pour ne pas permettre à l'Asie, moi je pense que ça va aller au-delà de la Chine, ne pas permettre à l'Asie de devenir le véritable centre économique mondial, le nouveau centre de l'économie mondiale. Et vous aurez évidemment des aspects idéologiques, des aspects, on va saisir la crise de Hong Kong comme prétexte, d'autres petites choses. Et on va vers un monde qui sera davantage bipolaire. À mon avis, ça ne va pas être un retour à la guerre froide, mais sur le plan économique, il y aura de la véritable confrontation et de véritables oppositions. Ce n'est pas mauvais en soi, parce que ça va laisser au pays des possibilités de choix, aux pays tiers. On va encore parler du tiers-monde. Ça n'est plus Est-Ouest dans le sens socialiste monde libre, ça va être Est-Ouest, mais dans le sens nouveau monde économique en émergence au niveau de l'Asie. Et vous avez dû suivre l'actualité encore plus récente de l'accord qui intervient entre l'Iran et la Chine et la Russie, accord auquel la Turquie va se greffer, la Turquie à laquelle on a refusé l'adhésion à l'Europe, donc qui est obligée de se tourner vers un autre centre de développement économique. Donc cette bipolarisation va s'accentuer et il faudra que nos États
fasse les bons choix. Les bons choix, c'est quoi? Ça ne veut pas dire choisir un tuteur plutôt qu'un autre. C'est rester libre dans ses choix, mais également prendre en compte une nouvelle tendance qui va se dessiner au niveau de l'économie mondiale, c'est la recherche d'une autonomie, d'une plus grande autonomie au niveau des productions et des consommations. Et l'acte, par le discours qui présentait son programme déjà en 2018, appelait à cette réforme dans notre économie. Il faut qu'on explore, qu'on exploite les possibilités consistant à internaliser les plus-values dans notre économie. Et à partir de quoi? À partir du secteur, je le cite comme une entité globale, le plus fort de notre économie. Le secteur le plus fort parce qu'il emploie le plus de personnes et parce que sans doute déjà, il produit le plus de valeur ajoutée. Quel est ce secteur? C'est l'artisanat. C'est l'artisanat. Et dans sa globalité, il regroupe la confection. Aucun secteur n'emploie plus de monde que la confection au Sénégal. Il regroupe l'agriculture aussi, l'industrie familiale, l'agriculture familiale. Il regroupe la cordonnerie, la métallurgie, la bijouterie, l'orfèvrerie. Regardez, des activités sur lesquelles peut-être qu'on n'exporte pas suffisamment, mais on exporte notre savoir-faire. Faites le tour de l'Afrique. Qui sont les cordonniers dans les autres pays? Qui sont les menuisiers dans les autres pays environnants? Qui sont les tailleurs? Qui sont les bijoutiers? La mécanique? Mais voilà les niches, c'est plus que des niches, ce sont des trésors à exploiter. Mais à ce moment-là, il ne faut pas se contenter de slogans. Non, il faut des actions précises, vous en verrez quelques-unes. Au Maroc, ils ont réussi à développer leur cordonnerie. Mais comment? Mais ils interdisent l'importation de plus de 5 paires de chaussures neuves. Mais faisons de même. Vous connaissez les babouches du Sénégal? Mais elles sont meilleures que les babouches de Fès ou de je ne sais où. Mais non seulement protégeons notre marché, mais créons un label babouche sénégalaise, made in Sénégal, et exportons-les partout dans le monde. Ouais, mais mes babouches aujourd'hui, elles sont toutes sénégalaises. Mes sandales, là, comme les portent les Saoudiens, sont sénégalaises. Momo les Bottiers, Butterfly, mais il y en a en pagaille. Et vous verrez, il y a des propositions très concrètes. Donc voilà la nouvelle direction qu'il faut donner à notre économie. Et quand nous disons, au niveau de l'agriculture, privilégions, en profitant de la crise de la Covid-19, des problèmes d'alimentation de nos marchés, pour aller vers une plus grande, une meilleure... Autosuffisance, c'est un bien grand mot, mais en allant franchement vers l'autosuffisance en matière de production céréalière, nous sommes dans cette logique. C'est vrai, on peut produire du riz, mais on peut produire du mil, beaucoup de mil, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on sait. Faisons ce qu'on sait déjà faire, améliorons ce qu'on sait déjà faire, mais avec en soutien une politique économique résolument orientée vers cette direction. Oui. C'est Aliou Mokhtar. Donc j'aurais 2 questions. La première, ne pensez-vous pas que Macky Sall est en train d'être guetté par le syndrome Abdoulaye Wade de 2012? Parce que nous savons tous qu'en 2012, l'électricité était... les coupures intempestives d'électricité faisaient partie des causes qui ont fait tomber Abdoulaye Wade. Avec Macky Sall, avec la question foncière, Macky Sall n'est-il pas en train de contracter le syndrome de 2012? Et pour la seconde question, lors des insultes entre Farongom et l'autre, dans une fuite, vous avez dit que c'était le début de la fin. À quoi faites-vous allusion en disant que c'était le début de la fin? Vous savez, il y a un membre du CRD,
Mamadou Lamine Diallo, pour ne pas le citer, qui rappelait que l'impératif démocratique exigeait 2 mandats maximum, de 5 ans. Au-delà de ça, le pouvoir s'épuise. Macky Sall a fait le choix d'un mandat de 7 ans plus un mandat de 5 ans. On n'est plus dans les 2 de 5 ans, on va vers 12 ans. Je pense personnellement que les 7 ans l'ont épuisé. Parce que simplement, il a fait de mauvais choix. Des choix politiciens. Et vous savez, quand vous donnez la priorité à la politique, vous tombez vous-même dans le piège que vous creusez. Pourquoi? J'ai commencé une expérience politique en 2016. Si vous donnez la priorité à la politique, vous avez besoin de gros moyens quand vous êtes au pouvoir. Quand vous avez besoin de gros moyens, vous tombez dans le piège de la corruption à facilité. Aussi simple que ça. Et à ce moment-là, vous ne donnez plus la priorité à la solution à apporter aux problèmes que vivent les Sénégalais. Et c'est pourquoi votre question est intéressante. En 2011-2012, les Sénégalais ont changé, ont créé une alternance parce qu'ils souffraient. Ils souffraient de quoi? Vous vous en souvenez? Électricité, inondation, la faim. Il y avait une question de faim, de l'eau qui manquait de temps en temps. Le programme Yoonu Yokkute arrivait avec des solutions sur ces questions. Et on aurait dû rester dans cette logique. Trouvons des solutions aux problèmes des Sénégalais. On s'est mis dans une autre logique. Trouvons des solutions pour être sûr de durer le plus longtemps au pouvoir. D'abord, notre premier mandat qu'on avait décidé de ramener à 5 ans, on va le porter à 7 ans. Et après, on fait venir le parrainage et on s'assure d'une réélection. Et puis, pourquoi pas, d'ailleurs, demain, possible 3e mandat, en tout cas, ni oui ni non, pour l'instant. Mais, personnellement, je considère que c'est le début de la fin. Pourquoi? Parce que les problèmes d'électricité viennent sous une autre forme. C'est vrai, il y a moins de coupures, mais il y a plus de corruption parce que c'est la seule société nationale sous contrôle qui fait encore des centaines de milliards de chiffres d'affaires. Et ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, si on a dû augmenter les frais d'électricité, donc électricité disponible mais plus chère, qui détruit l'économie et qui réalise de la ponction dans la poche du Sénégalais, c'est parce que la Sénélec est mal gérée, parce qu'il y a de la corruption au sein de la Sénélec. C'est tout. Parce qu'il y a Aquilé, parce qu'il y a Excelec, parce qu'il y a. La question des inondations, à la limite, chaque année, on prie pour qu'il n'y ait pas de grosses pluies, mais les réalisations qui ont été faites en 2012-2013 sont restées quasiment en l'état. La question de l'eau, je rappelle qu'il y avait un plan d'urgence qui avait été mis en œuvre 2012-2013, très vite. Les réalisations n'ont pas suivi. Aujourd'hui, il y a un problème d'eau dans plusieurs agglomérations. Donc, comme conséquence de la priorité donnée à la chose politique, on a oublié la satisfaction des problèmes vitaux, parfois, des Sénégalais. On a oublié la santé. Alors qu'on a retardé les réalisations d'universités au niveau de l'éducation. On n'a pas réalisé le programme d'éradication des abris scolaires. Il faut savoir que les abris provisoires, à l'époque, nous avions fait une estimation, il fallait 73 milliards pour tout couvrir, pour remplacer tous les abris provisoires. Mais non, vous allez avoir des milliards et des milliards dépensés sur les immeubles de Diamniadio ou de je ne sais où, les centaines de milliards perdus avec Petrotim, etc., etc. Donc les priorités ont été oubliées, elles avaient été identifiées, on a fait autre chose. Il n'y a pas de mystère. Si jamais
des élections libres, c'est ça aussi le cas, hein, c'est un minimum, se tiennent, ce régime, il est terminé. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir continuité parce que les Sénégalais souffrent trop. Les Sénégalais n'ont pas vécu une amélioration nette de leurs conditions de vie. Donc voilà pourquoi je me permets de dire c'est le début de la fin. Et vous savez, quand la fin arrive, tout flanche. Ce qu'on cachait éclate. Et il n'y a plus rien de positif, il n'y a que des... les Français appellent ça la skoumoun. C'est la skoumoun qui vous suit et puis, ma foi, tout s'affaisse. Il faut espérer que les prédictions faites par le Quai d'Orsay concernant l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, parce que la Covid-19 apparaît comme un accélérateur des tendances lourdes négatives, il faut espérer que ce changement reste un changement paisible. Il y a des signaux qui sont quand même alarmants lorsqu'on voit ce qui se passe au Mali et qui pourrait se passer dans d'autres pays de la sous-région. Oui? Voilà, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Cher, journaliste à Dakar. J'avais deux questions relatives. Bon, la première, on va juste parler de... Bon, c'est toujours dans le cadre de l'actualité parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être certaines personnes qui penseraient à un gouvernement d'union nationale. Nous sommes de bonne foi quand nous avons vu que vous avez été dans le gouvernement du Sénégal à travailler en tant que Premier ministre au côté du chef de l'État. Nous sommes donc de bonne foi quand nous disons que voilà, votre conviction et ce qui vous intéresse, c'est l'avenir du pays. Donc, aujourd'hui, on parle de gouvernement d'union nationale, c'est sous-entendu, c'est voilà, chuchoté par-ci et par-là. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et avec tout ce que vous avez vécu, avec notamment donc, votre sortie du gouvernement, votre sortie donc, au côté du président, aujourd'hui vous êtes un peu démarqué, vous avez votre parti. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence quand on parle... Écoutez, bon, gouvernement d'union nationale, vous savez, quand vous lisez bien notre Constitution et quand vous analysez bien le nouveau dispositif institutionnel qui existe depuis la suppression du poste de Premier ministre, le gouvernement, il n'existe pas. Dans les faits, vous avez des collaborateurs du chef de l'État. Les ministres sont des collaborateurs du chef de l'État. Le gouvernement en tant que tel, responsable devant l'Assemblée nationale, il a disparu. Ça n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Donc, on demanderait à quelqu'un comme Abdoul Mbaye de devenir un collaborateur du chef de l'État en tant que ministre, si jamais on fait appel à moi, et croyez-moi, l'expérience a déjà été vécue, je ne pense pas qu'on veuille de moi et de la manière dont je conçois la direction des affaires publiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien s'il peut constituer un gouvernement d'union nationale. Peut-être bien. En tout cas, personnellement, je pense qu'un gouvernement d'union nationale, encore avec toutes les réserves que je porte sur la notion de gouvernement, ne devrait se constituer qu'après proposition d'un programme capable d'emporter toutes les adhésions. Malheureusement, dans notre pays, on donne la priorité à la politique, systématiquement. Donc on va dire, ah, celui-là, il représente quelque chose dans tel truc, ou dans les médias, on va le prendre avec nous pour calmer. Il va venir, il va s'asseoir autour de la table. Celui-là, on va... Mais pourquoi faire? Pour amener le Sénégal où ça? Pour traiter la Covid-19 comment? Pour assurer la reprise de l'économie comment? Jusqu'à présent, on entend des plans de résilience, oui, c'est conçu, c'est en cours, etc. Où sont les acteurs économiques? Ont-ils été conviés pour donner... On a abordé cette question peut-être avant que vous ne veniez. Où sont les acteurs économiques qui vivent les difficultés? Quelle est leur position?
Est-ce qu'il ne faut pas les entendre d'abord avant de sortir des plans avec des chiffres et des beaux graphiques, etc., etc. Donc, personnellement, très sincèrement, et notre parti a défini sa ligne au sortir de l'élection présidentielle de 2019, parce que ces difficultés c'est vrai qu'elles se sont accrues, mais elles ne nous ont pas surpris. Nous avons dit très tôt, nous restons en sentinelle, en position de sentinelle. Lorsqu'il y aura de bonnes choses, nous dirons il y a de bonnes choses. On l'a dit d'ailleurs au début de la crise, quand le président Macky Sall a eu le courage de prendre les décisions de distanciation. Quand il y aura de mauvaises choses, on dira c'est mauvais, c'est pas bon. Quand on pourra conseiller, on conseillera. Parce que nous mettons devant l'intérêt national, l'intérêt de notre pays. Mais on ne peut pas nous embarquer dans une aventure politicienne consistant à calmer un jeu politique en puisant à gauche, à droite, un tel ou une telle. Non, ça, nous ne sommes pas du tout dans ce genre de démarche. Et de compromis pouvant ressembler à de la compromission. Excusez-moi, j'ai une deuxième question et même une troisième, mais ça va, la troisième va attendre. Aujourd'hui, nous assistons à peut-être une floraison de partis politiques. Aujourd'hui, tout le monde sait que voilà, il y a une multitude de partis, même s'il y en a peut-être certains qui sont assez, peut-être, je vais dire, qui ne sont pas peut-être qui n'ont pas l'envergure ou même la représentativité d'un PDS ou d'un acte, etc. Mais aujourd'hui, on assiste peut-être à une floraison peut-être d'activistes qui ont tendance peut-être à s'accaparer de l'espace politique, etc., etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que peut-être les acteurs politiques se retrouvent autour d'une table pour essayer de voir concrètement quelle est peut-être la stratégie à adopter par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, on voit que voilà, le combat politique, entre guillemets, est un peu mené par ces activistes-là que nous voyons sur le terrain tout le temps. Bon, je pense... Bon, vous avez raison quand vous dites qu'il y a beaucoup de partis politiques, ils sont nombreux. Il y a encore plus d'activistes, hein, parce que ce sont des individualités que de partis. Bon, l'important, comme vous le dites, c'est qu'on arrive quand même à distinguer parmi les partis ceux qui font bonne figure. Hein. Il y en a des milliers. Vous ne pouvez pas interdire la constitution d'une association. Un parti politique, c'est une association. Donc on s'érige en parti politique et on essaie de faire sa route. La bonne réponse côté politique, c'est d'aller également vers des coalitions. Au niveau du Congrès de la Renaissance démocratique, nous avons fait le choix de renoncer à la coalition opportuniste parce que, en prévision d'une échéance électorale qui disparaît au lendemain de l'élection. Nous avons retenu de nous retrouver autour de valeurs, les valeurs de citoyenneté et d'éthique, essentiellement. Et donc, nous avons constitué cette coalition. Nous restons également disponibles dans des regroupements plus larges de partis d'opposition, comme le Front de résistance nationale, et nous sommes à l'écoute de toutes les autres associations, regroupements d'activistes et de partis politiques sur des questions d'intérêt général. Je pense que très sincèrement, il faut de tout pour faire son monde. Vous avez les partis politiques, c'est pas l'activiste. Ils travaillent sur des registres différents, mais ils peuvent se retrouver. Et c'est souhaitable sur des grandes questions d'intérêt national. Mais on ne peut pas, très sincèrement, aller agresser ou s'en prendre, s'accrocher aux gardes devant la grille du palais. On ne peut pas venir... il y a certaines attitudes qui ne sont pas celles d'un parti politique, mais qui doivent être celles d'activistes. Et heureusement, au Sénégal, nous avons, comme vous les appelez, des activistes de grande qualité et très présents sur les questions nationales de l'heure.